On est vraiment à un tournant décisif de notre histoire. Et face à une crise qui nous dépasse complètement, l'idée de confier notre avenir à une autre intelligence, une intelligence artificielle, elle devient de plus en plus tentante. Alors, imaginez un peu le scénario. On est en 2026. Les efforts pour réduire nos émissions, ils sont là, mais ça ne suffit pas. Les points de rupture climatique, eux, se rapprochent à une vitesse folle. Et les modèles qu'on utilise depuis toujours, ils sont à la peine. Ils n'arrivent plus à suivre, à prédire la prochaine catastrophe. La question, ce n'est même plus est-ce qu'il faut agir, mais comment on agit. Et dans cette course un peu désespérée pour trouver des solutions, il y a une idée qui était autrefois considérée comme de la science-fiction qui refait surface, une idée radicale. Et si, finalement, notre dernier espoir était en même temps notre plus grand risque? Alors, c'est parti. Plongeons ensemble dans ce qui pourrait bien être notre ultime recours, l'alliance de la géo-ingénierie et de l'intelligence artificielle. Bon, il faut voir que les modèles climatiques actuels, ils ont leurs limites. C'est pour ça que des initiatives bien réelles, comme celle du NCAR aux États-Unis, essayent déjà d'intégrer de l'IA pour les booster. Alors nous, on va pousser cette idée jusqu'au bout. Imaginons un projet qu'on appellerait Climate AGI, une IA surpuissante conçue pour une seule et unique mission, stabiliser le climat de notre planète. Et la solution qu'elle propose, elle est pour le moins audacieuse. Cette IA, elle propose quoi au juste? Eh bien, l'injection d'aérosols stratosphériques. L'idée, c'est assez simple à comprendre en fait. On envoie des particules très très fines tout là-haut dans l'atmosphère. Ça crée une sorte de voile qui réfléchit la lumière du soleil. C'est un peu ce qui se passe naturellement après une grosse éruption volcanique. Et ce voile, il empêche une partie de la chaleur du soleil d'atteindre le sol. En gros, on augmente ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant de la Terre. Et là où nous, les humains, on n'arrive pas à se mettre d'accord, l'IA, elle, arrive avec une promesse de précision, une précision purement mathématique. C'est ça qu'on pourrait appeler un espoir calculé. Et c'est vraiment là que la puissance de l'IA change complètement la donne. Des recherches très sérieuses nous montrent qu'une IA peut lancer des millions, voire des milliards de simulations pour trouver la particule parfaite. On n'est plus du tout dans l'idée de juste balancer du soufre dans l'atmosphère comme le ferait un volcan. Non, non. Là, on parle d'une véritable chimie du ciel. L'IA pourrait carrément concevoir des particules sur mesure. Imaginez, des particules avec un noyau super léger pour qu'elles restent en suspension beaucoup plus longtemps et une coque extérieure ultra réfléchissante calibrée au nanomètre près pour renvoyer la bonne longueur d'onde de la lumière solaire. Le but, c'est simple, utiliser moins de matière pour un effet beaucoup plus grand et qui dure plus longtemps. C'est vraiment de l'optimisation poussée à l'extrême. Et pour que vous vous rendiez compte, cet effet, il est bien réel, on l'a déjà observé. Après l'éruption du Pinatubo en 1991, la température globale a baissé de 0,5 degrés Celsius, un demi-degré. Ce que l'IA nous promet, c'est de reproduire ça, mais de façon totalement contrôlée et sur le long terme. C'est la promesse de la maîtrise face au chaos climatique. Oui, mais voilà, jouer avec le thermostat de la planète, même avec toute la précision du monde, ce n'est évidemment pas sans risque. Et c'est là qu'on commence à avoir très très peur de l'effet domino. D'un côté, on a une promesse qui a l'air simple. On refroidit la planète. De l'autre, un danger beaucoup plus complexe, le chaos régional. Le risque, c'est qu'en voulant sauver l'ensemble, on finisse par sacrifier des régions entières. Parce que les risques, ils sont juste immenses. Et pour beaucoup, totalement inconnus. On parle de perturber les moussons en Asie et en Afrique qui sont vitales pour des milliards de personnes. On parle de bouleverser complètement le cycle de l'eau. D'endommager la couche d'ozone qui, je le rappelle, nous protège des UV. L'incertitude est vertigineuse. On ne connaît même pas toutes les conséquences écologiques possibles. Ça va jusqu'à l'apparence même du ciel au-dessus de nos têtes, qui pourrait littéralement changer de couleur. Et puis, il y a le risque ultime, celui qui fait le plus peur, le choc terminal. Imaginez, on lance le système, et un jour, pour une raison ou une autre, on doit l'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la planète se prendrait un réchauffement ultra rapide, brutal, catastrophique. Alors oui, certains chercheurs pensent que ce risque est un peu surévalué, qu'on pourrait imaginer un arrêt progressif. Mais la question, elle reste entière. Une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage, une fois que la planète entière est devenue dépendante de cette technologie, qui osera prendre la responsabilité d'appuyer sur le bouton arrêt? Et ça nous fait passer d'un problème scientifique à une question profondément humaine, politique même. Au fond, qui contrôle le thermostat? La métaphore de la télécommande est simple, c'est vrai, mais elle résume absolument tout le problème. Qui a le droit de prendre cette télécommande et de décider de la température pour la planète entière? Un pays? Un groupe de pays? Une entreprise privée richissime? Le truc, c'est que plusieurs acteurs sont déjà dans la course. Il y a les chercheurs, évidemment. Il y a ceux qui les financent, les gouvernements qui vont devoir essayer de réguler tout ça. Et puis, il y a l'acteur qui fait peut-être le plus peur dans notre scénario, les géants de la tech. Des entreprises privées qui pourraient avoir la technologie et les moyens de déployer ces systèmes potentiellement plus vite que n'importe quel État.
Et comme le dit très bien Carlos Nobre, on ne peut pas avoir de solution taille unique pour toute la planète. Ce n'est juste pas possible. Ce qui va refroidir une région risque d'en assécher une autre. Une décision prise dans la Silicon Valley pourrait, sans qu'on s'en rende compte, provoquer une famine en Asie du Sud. Il faudrait une gouvernance mondiale vraiment juste, vraiment inclusive. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui ça semble complètement hors de portée. Ce qui nous amène à la toute dernière question. Une question qui dépasse la science, qui dépasse la politique et qui touche presque à la philosophie. Est-ce qu'on a trouvé notre sauveur ? Notre sauveur de silicium. C'est nous, c'est l'humanité qui a créé cette crise climatique. Alors, est-ce que le fait de déléguer la solution à une machine, c'est le summum de la sagesse, ou est-ce que c'est tout simplement la démission ultime de nos responsabilités ? Parce qu'au fond, il ne faut jamais l'oublier, et c'est ce que rappelle Lisa Graham-Leach, la présidente de l'Union américaine de géophysique, la géo-ingénierie, ça ne fait que traiter un symptôme, ça ne guérit pas la maladie. La seule, l'unique vraie solution, ça reste de s'attaquer à la cause du problème, nos émissions de carbone. Tout le reste, c'est juste un sursis. C'est comme mettre un pansement sur une plaie qui continue de s'infecter en dessous. Donc à la fin, la vraie question qui se pose, c'est celle-ci. En cherchant une solution purement technique à un problème qu'on a nous-mêmes créé par nos choix de société, notre économie, nos modes de vie, est-ce qu'on n'a pas tout simplement transféré notre responsabilité morale à une machine ? C'est une question qui, je crois, restera ouverte bien après la fin de cette explication.